cœur d'un monde qui change à toute vitesse, la France se transforme, traverse des crises d'identité. Nous avons choisi 5 zones de turbulence en France à découvrir en 5 épisodes. Je m'appelle Antoine Boyer et dans ce 3e épisode, j'interroge l'identité des Français et le vivre ensemble dans un pays où un quart des habitants ont des liens avec l'immigration, soit ils viennent d'ailleurs, soit ils ont un parent ou un grand-parent immigré. Dans cette campagne présidentielle 2022, comme dans les précédentes, l'identité nationale suscite passion et crispation. Cette question obsède l'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour en tête. Elle occupe aussi la droite, derrière Valérie Pécresse, et divise une gauche déjà désunie. Dans cet épisode, nous vous emmenons à Paris, ville multiculturelle par excellence. Vous allez entendre des Français qui s'interrogent sur ces questions d'identité. Turbulence, épisode 3, liberté, égalité, diversité. C'était le premier meeting de ma vie. J'ai 28 ans, j'habite à Paris. Ce jeune homme, que nous appellerons Ludovic, est ingénieur et a grandi en région parisienne. Il nous a demandé de changer son prénom. Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. 2 craintes les hantent. Celle du grand déclassement, avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement, avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. Éric Zemmour, l'un des candidats d'extrême droite à l'élection présidentielle, a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille et de l'identité nationale sa croisade. J'ai immédiatement été interpellé par le candidat Zemmour. Ce 5 décembre 2021, c'est le premier meeting de campagne d'Éric Zemmour à Villepinte, près de Paris. La foule est exaltée. C'est vraiment électrique. Beaucoup de drapeaux français. Il y a eu la Marseillaise qui a été chantée. Ce meeting est émaillé de violence. Des membres de SOS Racisme venus protester contre Éric Zemmour sont agressés par des militants d'extrême droite. Moi, je viens d'une famille qui est multiculturelle. J'ai ma mère qui vient de loin dans l'Asie du Sud-Est, en Malaisie, et mon père qui est français. J'ai grandi avec cette biculture. Pour être honnête, je parlais à la maison anglais et je parlais français. Mais pour autant, je me suis pas senti moins français que les autres. Même, j'ai envie de dire que c'était un avantage. La reconquête est désormais lancée. La reconquête de notre économie, la reconquête de notre sécurité, la reconquête de notre identité. La première chose qui me plaît chez lui, c'est son franc-parler. C'est l'éloquence qu'il a. Il a l'honnêteté de mettre des choses déplaisantes ou des choses dérangeantes sur la table. Ludovic n'aime pas tout chez Éric Zemmour. Chrétien, il reproche notamment aux candidats du parti Reconquête de cibler trop souvent les musulmans. À la présidentielle, il hésite entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Mais comme ce dernier, Ludovic pense que le modèle d'intégration français ne fonctionne plus. Il fallait pas être français, là où on était. Dans mon collège où j'étais, c'était une ZEP, à Clichy-la-Garenne dans le 92. Et j'ai passé de très bons moments dans ce collège. Et j'ai eu de super bons profs et j'en ai que des bons souvenirs. Mais je me rappelle aussi qu'il y avait un tel brassage multiculturel auprès des élèves que, on va dire, le français basique, le français blanc que vous pouvez retrouver en majorité en France, il s'y retrouvait plus. Il se retrouvait même en minorité et parfois, dire qu'on était français, c'était pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on disait « Ah, mais t'es français, mais non, tu devrais pas être français, tu devrais être comme nous, tu devrais t'intégrer à nous, la France, c'est un vieux pays, c'est un pays de bâtards, ils ont colonisé nos ancêtres. » Les Blancs, les Babtous, même maintenant, on était les Babtous. Donc moi, j'étais demi-Babtou parce que j'étais pas 100%, on va dire, blanc français, mais les gens qui étaient 100% blanc français étaient nommés Babtous. Et c'était terrible pour eux. C'était une discrimination vis-à-vis d'eux. Vous vous sentez en minorité. Et du coup, en conséquence, on s'agrégeait avec eux. On disait pas qu'on était français. On disait, on inventait une histoire. On disait, ouais, je suis avec les Marocains. Non, je suis avec les Algériens. Non, je suis avec les Tunisiens. Je suis avec un tel ou un tel. On avait 10 ans, 11 ans. On joue au foot ensemble. Ça nous posait pas de problème. Pour nous, c'était normal.
Mais ensuite, lorsque 10 ans plus tard, vous prenez du recul par rapport à tout ça, c'est là où le fond du problème il commence. Parce que, en proportion, ces gens-là vont pas forcément vouloir se mélanger avec les autres. Ils ont une plus grande difficulté à faire nation. Et certains vont réussir, mais certains vont pas réussir. Pourquoi ça se passe mal pour eux? Pourquoi j'ai un ami qui était ami avec moi au collège et au lycée, il a mal tourné? Pourquoi j'ai des gens que je connaissais de loin qui ont fini dealer? J'en ai qui sont morts. Et moi, ça m'a attristé. Je pense que c'est un problème d'assimilation. L'assimilation est le plus beau cadeau que la France puisse vous offrir. Faire partie de son immense histoire. Donc moi, je pense que Éric Zemmour, il commence bien parce qu'il met le sujet de l'assimilation sur la table. Qu'est-ce que l'assimilation ? Pour répondre à cette question, j'ai discuté longuement avec Carole Reynaud-Paligot. Cette historienne enseigne la sociologie à l'Université de Bourgogne. Bonjour madame. Merci beaucoup. C'était un concept qui avait pour objectif, pendant la période coloniale, de laisser croire qu'on allait incorporer dans la nation française ceux qu'on appelait les indigènes, entre guillemets. C'est une politique qui n'a jamais vraiment été mise en place, ou a été mise en place assez tardivement dans notre histoire, c'est-à-dire finalement juste avant la décolonisation. Le concept d'assimilation, il n'a eu aucune réalité. Alors aujourd'hui, c'est une notion qui est brandie là aussi pour essayer de distinguer ceux qui s'assimileraient de ceux qui ne s'assimileraient pas. Or là aussi, les sciences sociales, elles nous disent tout autre chose, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des contacts entre des cultures différentes, il y a des échanges, parce que les cultures, contrairement à ce que disent les penseurs d'extrême droite, ne sont pas figées. Que nous disent les chiffres sur l'immigration? Eh bien, en France, 1 habitant sur 10 est immigré. Un peu moins de la moitié de ces immigrés vient du continent africain. Et plus d'1 Français sur 10 a au moins un parent issu de l'immigration. Sur le papier, donc, la France est un pays de plus en plus multiculturel. Mais cette évolution n'est pas toujours bien vécue. Un récent sondage de l'IFOP conclut que 2/3 des personnes interrogées pensent que l'identité de la France est en train de disparaître. L'immigration est largement perçue comme une menace sur cette identité. Mais les questions économiques comme la désindustrialisation ou le chômage sont des sources d'angoisse encore plus grandes. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est le thème de la nation et de l'exclusion qui prédomine, pas seulement en France. Donc il y a une espèce de contagion et de mode de ces pensées, de ces pensées nationalistes qui sont finalement assez séduisantes quand tout va mal. On désigne quelqu'un qui est responsable et c'est celui qui habite un peu plus loin finalement. Pourtant, les immigrés et leurs enfants adhèrent largement à l'identité française. Patrick Simon est chercheur à l'Institut national d'études démographiques. La moitié des immigrés étrangers disent nous on se sent quand même français, et la seconde génération, leurs enfants qui sont nés et qui ont grandi en France, de façon extrêmement comparable, un petit peu moins, disent qu'ils se sentent français comme le reste des autres Français. Par contre, quand on leur demande « Est-ce que vous pensez que les autres vous voient comme des Français ?» La plupart du temps, en tout cas c'est pas vrai pour tout le monde, mais on a des réponses négatives, en particulier quand les personnes sont d'origine d'Afrique subsaharienne, mais aussi quand ils sont français de l'outre-mer, c'est-à-dire globalement quand ils sont vus comme noirs ou quand elles sont d'origine maghrébine ou asiatique. Alors pour répondre à la personne interrogée qui se sent proche d'Éric Zemmour, si elle a grandi en banlieue et qu'elle voit que les voisins de palier ou les jeunes avec qui ils allaient à l'école ne se sentent pas français, en fait, en réalité, ils réagissent au fait qu'ils sont rejetés de la francité. À ces tensions autour de l'identité s'ajoute la question de l'héritage de la colonisation. Un héritage qui divise profondément la société française. Un concept est de plus en plus employé, celui de racisme systémique. Il n'est pas systématique, il est systémique. Les discrimination et le racisme sont construits dans des mécanismes de préférence, des mécanismes
de traitement, de sélection, dans lesquels l'origine et la couleur de peau jouent un rôle important, mais de façon relativement invisible. Et c'est en ce sens-là qu'on parle de racisme systémique, c'est-à-dire qu'il est en apparence inexistant, et en pratique, il va décider du sort des personnes qui sont racisées. Assa Traoré est devenu l'une des figures de l'antiracisme en France. En 2016, son petit frère Adama, un jeune homme noir de 24 ans, meurt au cours d'une interpellation par les gendarmes en banlieue parisienne. Pour Assa Traoré et ses proches, sa mort est le symbole des violences policières, la conséquence d'un racisme systémique. Ce soir-là, dans le centre de Paris, le meeting organisé par Assa Traoré et le comité Adama fait salle comble. L'ambiance est grave et joyeuse à la fois. La foule incarne la diversité de la société française. Elle est noire, blanche, arabe. Je vais vous demander, vraiment, parce que moi je respecte ce combat énormément, de faire une standing ovation, s'il vous plaît, pour Assa Traoré, s'il vous plaît. Et pour lui, on est là. Lui, c'est mon frère, c'est Adama. Mon frère qui est mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Ce jour-là, Adama avait mis une chemise à fleurs, un bermuda et un bob. Et mon petit frère voulait juste faire un tour de vélo ce jour-là. Et mon frère va mourir sous le poids de 3 gendarmes. Mon frère va mourir écrasé. Mon frère va mourir en disant « je n'arrive plus à respirer ». Oui, il y a du racisme. Mon frère, quand il va mourir ce jour-là, il va mourir parce que c'est Adama Traoré, un homme noir qui sort des quartiers populaires. Mon frère était juste sur un vélo. Et ce jour-là, Adama va subir un contrôle de faciès. Ce jour-là, Adama va mourir parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité. L'enquête sur la mort d'Adama Traoré est toujours en cours. Les expertises médicales divergent sur les causes du décès. À ce stade, à l'enregistrement de ce podcast mi-mars 2022, les gendarmes n'étaient pas poursuivis. On a fait du nom d'Adama un symbole. Le nom de mon petit frère voyage à travers le monde. Au printemps 2020, au plus fort du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, des milliers de personnes manifestent en France contre le racisme et les violences policières à l'appel du comité Adama. Ce soir-là, au meeting du comité Adama, dans le public, il y a beaucoup de jeunes. Ils se sentent inspirés, représentés par Assa Traoré. Comme cette étudiante de 20 ans qui a préféré garder l'anonymat. C'est important pour moi d'être là, d'apporter mon soutien en tant que personne directement concernée, puisque je suis une personne racisée qui est touchée directement par le racisme et par de nombreuses discriminations et inégalités. Des inégalités face au logement, face à l'emploi, mais aussi des gens qui m'insultent dans la rue, qui vont utiliser le N-word face à moi. N-word, un terme raciste pour désigner les Noirs. Des personnes qui vont être impolies, qui vont directement mentionner mes origines étrangères. Plein de choses. Et puis aussi des contrôles aux faciès qui me sont arrivés à plusieurs reprises à tous mes amis pratiquement, qui sont aussi des personnes racisées. En France, des enquêtes confirment l'ampleur des discriminations décrites par cette jeune femme. Selon une étude du Défenseur des droits, la probabilité de vous faire contrôler par la police est 20 fois plus élevée si votre profil correspond à celui du jeune homme perçu comme noir ou arabe. Et selon une autre étude, à compétences égales sur le marché du travail, vous risquez d'être moins rappelé par des recruteurs si votre identité suggère une origine maghrébine. Du coup, j'ai une question un peu bizarre à vous poser, mais quelle est votre identité ? Non, c'est pas bizarre. Alors moi, je me définirais comme une femme afrodescendante, appartenant à la communauté noire, franco-djiboutienne. Donc c'est ça mon identité, aussi une personne racisée. Puisqu'il est question d'identité dans cet épisode, il m'a semblé aussi important de me définir. Je suis un homme blanc, français. J'ai posé les mêmes questions aux 2 chercheurs que vous avez entendus plus tôt. Et vous, Patrick Simon, quelle est votre identité ? En travaillant sur les questions raciales, j'ai appris à me définir comme blanc, qui n'est pas nécessairement une identité significative de mon point de vue, mais
c'est indéniablement celle par laquelle je suis perçu. Carole Reynaud-Paligot. Est-ce que vous avez un grand-parent étranger ? Moi, je suis originaire du Dauphiné, donc il y a un moment, le Dauphiné ne faisait pas partie de la France. C'est une province qui a été rattachée il y a fort longtemps à la France, mais au niveau des grands-parents, non. Mais après, au niveau des ancêtres plus lointains, on a tous une origine étrangère à un moment donné. Et vous, quelle est votre identité ? Alors, l'identité, donc, elle est plurielle, à partir d'éléments identitaires qu'on choisit ou dont on hérite. Et puis, elle est aussi dynamique. J'ai envie de me définir comme une historienne, comme une sociologue, comme quelqu'un qui s'adonne à la réflexion et aux analyses. J'ai des origines populaires, donc je suis une transfuge de classe, c'est-à-dire que j'ai traversé l'espace social. Et puis, j'ai un autre héritage, bien sûr, je suis une femme. Ces dernières années, certains groupes revendiquent le droit d'être enfin reconnus dans leur identité. C'est le cas des luttes féministes et LGBTQI, par exemple, mais aussi d'une partie du mouvement antiraciste. Ils se rassemblent parfois au cours de réunions non mixtes. Ils disent se sentir mieux entre pairs pour discuter et combattre les discriminations subies. Je crois que les gens ont toujours eu besoin de se retrouver entre pairs. Rokhaya Diallo est journaliste. Je l'ai croisée au meeting d'Assa Traoré. Cette réalisatrice noire co-présente un podcast populaire sur les questions raciales, Kif Taras. On le sait peu, mais en 1956, en France, il y a eu à la Sorbonne le Congrès des écrivains noirs de France. Ça montre bien que le désir de faire corps avec des personnes qui subissent, qui sont exposées à des expériences similaires dans l'ensemble de la société, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait dans le mouvement féministe, il y avait des courants féministes non mixtes. Et je crois que ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, ces courants sont plus visibles parce qu'ils sont plus exposés du fait des réseaux sociaux. Mais une partie de la classe politique, y compris à gauche, affirme que ces pratiques risquent de fracturer un peu plus la société. Ils invoquent l'universalisme républicain. Dans son acception française, l'universalisme, c'est l'idée d'une république indivisible. La France attend de ses citoyens qu'ils renoncent à leur particularisme pour épouser les valeurs de la République. En échange, la République promet de les traiter sur un pied d'égalité. Dans cet épisode sur l'identité nationale et le vivre ensemble, j'ai souvent demandé à des Français ce que c'était la France pour eux. Voici la réponse d'Assa Traoré, née en France de parents maliens. Moi, je suis française et la France est mon pays. Un pays dans lequel j'ai grandi. Mes souvenirs d'enfance, c'est à la forêt de Carnel, aller cueillir les châtaignes, les fêtes de Noël avec mon père, les fêtes de l'Aïd chez nous. C'est tout ça. C'est tout ça et c'est ce qu'il faut continuer à préserver, mais il faut qu'on le rende meilleur. J'ai posé la même question à la jeune étudiante qui se définissait comme une femme afro-descendante, franco-djiboutienne, rencontrée au meeting d'Assa Traoré. Et pour vous, c'est quoi la France ? Oula. C'est marrant parce que ça peut paraître... c'est une question simple, mais à la fois un peu compliquée quand justement... on est une personne racisée, on vit tellement de choses en fait difficiles en France au quotidien et parfois ça peut être difficile de se sentir vraiment française et juste de se sentir bien en fait dans ce pays. Donc ouais, c'est mon pays, mais voilà, je l'aime et à la fois parfois je le déteste, si je pourrais juste résumer en une seule phrase. Dans le prochain épisode, nous restons avec les jeunes qui sont à l'université. Là-bas, les débats sur l'identité et la religion font rage. C'était Turbulence, un podcast de l'agence France Presse. Si vous aimez notre série audio, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles et des commentaires là où vous nous écoutez. À très bientôt pour un nouveau numéro.